Il est mort sur une route de France. Et à ce moment-là, ces enfants ont cessé d'être des enfants pour devenir quelque chose qu'on ne leur avait jamais demandé s'ils voulaient être. Le nom Coluche a fait rire un pays entier pendant des décennies. Mais il y a une histoire que ce pays n'a jamais racontée, celle de ceux qui sont restés, celle de ceux qui ont hérité de ce nom sans avoir choisi la célébrité, sans avoir choisi la douleur, et sans avoir choisi de grandir d'un coup le 19 juin 1986. J'ai passé des mois à éplucher des archives, des interviews oubliées et des témoignages qui ont rarement fait la une des journaux pour construire ce documentaire. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la mémoire d'un comédien. C'est la question que personne n'a posée à ses enfants. Qu'est-ce qu'on hérite vraiment quand son père est une légende? Parce que la France a pleuré Coluche. Mais ses enfants, eux, ont dû apprendre à vivre avec lui. Avant de parler de ses enfants, il faut parler de lui. Parce que Coluche n'est pas né Coluche. Il est né Michel Gérard Joseph Colucci. Et cette différence compte bien plus qu'il n'y paraît. Son père, Honorio Colucci, était un immigré italien qui avait traversé la frontière avec presque rien. Il travaillait comme peintre en bâtiment dans la banlieue parisienne. Ce n'était pas un homme riche. Ce n'était pas un homme puissant. C'était un homme qui peignait des murs pour que sa famille puisse manger. Il est mort en octobre 1947. Michel avait 3 ans. Sa sœur Danielle, 5. Selon les chroniques de l'époque, Honorio est décédé d'une poliomyélite. Il avait 30 ans. 30 ans, et il a laissé sa famille sans rien. Ce détail, un père qui disparaît quand son fils n'a pas encore l'âge de comprendre ce qu'est la mort, est le premier nœud de cette histoire. Parce que Coluche a grandi sans savoir ce que c'était qu'avoir un père. Et, des années plus tard, il aurait lui-même 2 fils. Et la question que personne n'a vraiment osé poser est de savoir s'il savait comment l'être. Sa mère, Simone Bouillet, que tout le monde appelait Monette, a travaillé comme fleuriste, comme employée de maison, comme tout ce qu'il fallait. Seule, avec 2 enfants, à Montrouge. Selon les témoignages de ceux qui l'ont connue, elle ne s'est jamais plainte. Elle ne s'est jamais remariée. Et selon ce qu'on dit, elle avait une obsession particulière, que ses enfants aient l'air présentables. Que personne ne puisse les signaler pour être mal habillés, que la pauvreté ne se voit pas de l'extérieur. Michel l'a vécu autrement. Il préférait Montrouge à toute apparence. Il préférait la rue, la bande du quartier, les petits larcins, l'humour comme armure. À l'école, il faisait rire ses camarades pour ne pas être l'enfant pauvre. Avec les grands du quartier, il faisait rire pour ne pas avoir d'ennui. La blague était son bouclier. Et aussi, même s'il a mis longtemps à le reconnaître, sa façon de survivre à une enfance qui n'avait rien de facile. Mais l'armure avait un coût. À 15 ans, il a essayé de voler le sac d'une vieille dame. Le passant qui l'a vu lui a tiré dessus. Il ne l'a pas touché, mais le coup de feu était là. Coluche a mis des années à raconter cet épisode. Il disait qu'il en avait honte, que c'était le Michel Colucci qu'il avait essayé d'effacer quand il a construit le personnage. Parce que le personnage est venu après. D'abord des années de petits boulots, de musique sur les terrasses du quartier latin, de spectacles dans des bars où personne ne lui prêtait vraiment attention. Puis le Café de la Gare, en 1969. Une salle alternative au cœur de Paris où l'on faisait du théâtre sans argent et avec beaucoup d'énergie. C'est là qu'il a croisé Miou Miou, Gérard Depardieu, Patrick Dewaere. C'est là qu'il a commencé à construire, sketch après sketch, le clown en salopette qui allait faire rire la France entière. Mais la salopette n'était pas un costume de scène. C'était, selon ceux qui l'ont bien connu, quelque chose de plus profond. Coluche a choisi de s'habiller comme un ouvrier au moment où il aurait pu se payer n'importe quoi. Il a choisi de parler comme ceux qui n'ont pas de voix au moment où il avait tous les micros du pays. Selon des sources proches de son entourage, ce choix n'était pas seulement une stratégie artistique. C'était une façon de ne pas trahir l'enfant de Montrouge qu'il avait été. En 1975, il a épousé Véronique Cantor. Elle était de bonne famille. Fille d'un chirurgien, nièce d'un peintre reconnu, formée dans l'effervescence de mai 68. Journaliste par vocation. Une femme qui venait d'un monde complètement opposé à celui de Michel Colucci. Ils se sont rencontrés au Café de la Gare.
Elle était venue couvrir l'ouverture du lieu pour un journal. Il l'a conquise. Et pendant des années, ils ont formé un couple aussi improbable que fonctionnel. Lui était le chaos, elle était la structure. Lui débordait, elle contenait. Mais les années n'ont pas été faciles. Les addictions de Coluche, l'alcool, les drogues, les nuits qui ne finissaient pas, rendaient difficile la construction de quelque chose de stable. Selon des sources proches du couple, il y a eu des moments de grande tendresse et des moments de grande tempête, des moments où Coluche était un père présent, attentif, capable d'une chaleur genuine, et des moments où il disparaissait pendant des jours sans donner d'explication. Ils ont eu 2 enfants. Romain est né en 1972, 3 ans avant que ses parents se marient. Marius est né en 1976, le mariage déjà formalisé. 2 garçons qui ont grandi au cœur de l'une des carrières les plus fulgurantes de l'histoire du divertissement français. En 1981, la même année où les sondages le créditaient de 16% des intentions de vote à l'élection présidentielle française, Coluche et Véronique ont divorcé. Romain avait 9 ans, Marius 5. Et c'est là que commence la question que personne n'a posée de son vivant et que peu osent poser depuis sa mort. Coluche avait construit tout un univers artistique autour de ceux qui n'ont rien. Autour des ouvriers, des chômeurs, des invisibles. Il parlait des familles brisées, des pères absents, des enfants qui grandissent sans repère. Il le faisait avec une précision que seule l'expérience directe peut donner. Mais lui-même avait perdu son père à 3 ans. Lui-même avait divorcé quand ses enfants avaient 5 et 9 ans. Lui-même vivait avec une intensité qui ne laissait pas beaucoup de place pour la routine domestique, pour les dîners en famille, pour le type de présence soutenue dont un enfant a besoin. Certains affirment que Coluche le savait, que dans ses moments les plus lucides, il était conscient de cette contradiction, que l'homme qui faisait rire la France entière en parlant de ceux qui souffrent était aussi un homme qui portait ses propres zones d'ombre qu'il n'avait jamais complètement résolues. On dit que dans ces dernières années, entre les restos du cœur et la préparation de son retour au Zénith, Coluche essayait de changer, qu'il y avait quelque chose de différent en lui, qu'il voulait être plus présent dans la vie de ses fils, mais il n'en a pas eu le temps. Le 19 juin 1986 était un jeudi ordinaire dans le sud de la France. Coluche était dans la région depuis plus d'1 mois. Il préparait son spectacle de rentrée au Zénith de Paris. La saison estivale avait bien commencé. Il y avait du soleil, il y avait du temps et il y avait des motos. Coluche aimait les motos avec la même intensité qu'il aimait presque tout ce qu'il faisait. Il ne les conduisait pas lentement. Il ne les conduisait pas avec peur. Il les conduisait comme il vivait, à fond, sans trop de précautions, convaincu que les mauvaises choses arrivent aux autres. Dans l'après-midi, vers 4h15, il est parti de Cannes avec 2 amis, Ludovic Paris et Didier Lavergne. Une Honda 1100 VFC noir et rouge, un itinéraire qu'il connaissait bien, entre Cannes et le village d'Opio, un jour tranquille. À 4h30, tout était fini. Dans une ligne droite de la route, au niveau du carrefour du Piole, un camion de 38 tonnes chargé de gravats a effectué un virage brusque à gauche pour entrer dans une zone de déchargement. Sans signal, sans clignotant, sans marge pour réagir, Coluche n'a pas pu freiner. Sa tête a heurté l'avant du véhicule. Il ne portait pas de casque. Il est mort sur le coup. Il avait 41 ans. Ses 2 amis, qui roulaient à quelques mètres derrière lui, ont pu freiner. Et ce détail compte. Parce que la version qui a d'abord circulé dans les médias était que Coluche allait à une vitesse excessive, qu'il conduisait de façon imprudente, que l'accident était en partie de sa faute. Mais la reconstitution ultérieure de la gendarmerie a établi qu'il roulait à 60 km/h sur une route limitée à 90. Il n'allait pas vite. Le camion a tourné sans prévenir. Le camionneur s'appelait Albert Ardisson. Il avait 75 ans à l'époque. Quelques heures après l'accident, il a déclaré à Antenne 2. « Il allait trop vite. Je n'ai rien pu faire. » Mais Didier Lavergne, l'un des 2 amis qui accompagnaient Coluche, a raconté autre chose. Selon son témoignage, lui et Coluche roulaient presque roue dans roue, à quelques mètres de distance. Le camion a tourné brutalement, sans aucun avertissement, en pleine ligne droite,
Si Coluche avait roulé à la vitesse décrite par le camionneur, la Vergne n'aurait pas pu freiner à temps non plus. Mais il a freiné. Cette divergence n'a jamais été complètement résolue de façon officielle. Et pendant des décennies, elle a alimenté quelque chose qui pousse facilement en France quand meurt quelqu'un de très aimé. Les théories. Coluche avait essayé de se présenter à l'élection présidentielle de 1981. Il avait atteint 16% dans les sondages avant de se retirer sous des pressions qui n'ont jamais été complètement expliquées. Il avait attaqué dans ses sketchs des ministres, des banquiers, des juges, des policiers. Il avait dérangé beaucoup de monde avec beaucoup de pouvoir. Certains affirment mieux que ce n'est pas une coïncidence. En 2006, 20 ans après sa mort, un livre d'investigation intitulé Coluche, l'accident a ouvertement soulevé l'hypothèse de l'assassinat. Il n'y a pas de preuves. La justice n'a jamais trouvé quoi que ce soit pour étayer cette thèse. Mais la question est restée dans l'air. Marius Colucci lui-même y a répondu publiquement en 2020, au micro de Stéphane Bern. C'est un peu la même chose que pour Elvis Presley ou Lady Di. Les gens ne peuvent pas admettre que quelqu'un d'aussi extraordinaire puisse avoir une mort banale. Et alors le fantasme prend le pas sur la raison. Une mort banale. C'est ce qu'a dit son fils, avec une sérénité qui a dû lui prendre des années à construire. À quelques dizaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'accident, il y a une petite stèle. Les riverains s'en occupent. Ils la couvrent de fleurs chaque 19 juin. Chaque année, des motards de toute la France s'y retrouvent pour lui rendre hommage. Le carrefour du Piole a été officiellement rebaptisé Rond-Point Coluche en 2013. Mais en juin 1986, quand tout s'est passé, il n'y avait ni stèle, ni hommage, ni nom sur aucun panneau. Seulement une route, un camion, et 2 enfants quelque part en France qui, ce soir-là, sont devenus orphelins. Romain avait 14 ans, Marius, 10. La nouvelle est arrivée ce soir-là dans tous les foyers du pays. L'impact a été immédiat et total. Selon les chroniques de l'époque, une sorte de deuil national spontané a traversé la France du nord au sud. Des journalistes qui le couvraient depuis des années n'ont pas pu finir leurs articles. Des présentateurs de télévision ont annoncé la nouvelle avec la voix brisée. Dans les bars, sur les places, aux terrasses, les gens sont restés silencieux. La France avait perdu son clown préféré. Et elle ne savait pas vraiment comment gérer ça. Les obsèques ont eu lieu le 24 juin 1986 en l'église de Montrouge, le même quartier où il avait grandi. 10 000 personnes y ont assisté, des célébrités et des anonymes. Yves Montand, Johnny Hallyday, Jack Lang, Roman Polanski, Daniel Auteuil, Michel Berger. L'abbé Pierre, qui était déjà son ami depuis la fondation des Restos du Cœur, a prononcé le discours avec une phrase qui est restée gravée. Si quelqu'un vous dit qu'il ne respectait rien, dites-lui que ce n'est pas vrai, j'en suis témoin. Dans l'église, aux côtés du cercueil, se trouvaient Véronique Cantor et ses 2 fils. Romain et Marius, un cierge à la main, bénissant le cercueil de leur père devant 10 000 personnes et les caméras de la moitié du pays. 14 ans. 10 ans. Il y avait une couronne de fleurs sur le cercueil, avec une dédicace que peu de chroniques ont reproduite. À mon petit garçon, elle venait de sa mère, Simone, la grand-mère de Romain et Marius, la femme qui avait aussi perdu son mari jeune, celle qui avait élevé seule Michel à Montrouge, celle qui enterrait maintenant son fils. La France a pleuré son clown. Mais personne n'a demandé comment allaient ces 2 enfants. Et c'est alors qu'est arrivé ce que personne n'attendait, ou peut-être ce que personne n'a voulu voir. Quand la succession a été ouverte, ces 2 fils ont découvert que leur père, l'homme le plus célèbre de France, le comédien qui remplissait le Zénith, celui qui avait sorti 1 million de personnes de la misère avec les Restos du Cœur, avait laissé des dettes colossales. Coluche l'avait dit lui-même, avec sa brutalité habituelle, dans une interview au Monde en août 1984. « L'argent, on n'en a jamais assez. Je paie 78% d'impôts. Sur 1 milliard de centimes, il m'en reste 200 briques. Les 78%, on les paie l'année d'après. Et si pendant ce temps je gagne 150 briques, je n'ai même pas de quoi commencer à payer mes impôts précédents. » Un homme qui gagnait ce que peu gagnaient en France. Et qui n'arrivait quand même pas. Romain et Marius ont refusé la succession. 2 adolescents,
orphelins de père, qui ont signé un document légal disant qu'ils ne voulaient rien de ce qu'avait laissé l'homme le plus aimé de France, non pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce que ce qu'il avait laissé était une dette qu'ils ne pouvaient pas assumer. Le pays pleurait Coluche. Ses fils signaient des documents pour ne pas hériter de ces dettes. Ces deux choses se sont produites en même temps, et très peu de gens le savent. Il y a une différence entre perdre un père et perdre Coluche. N'importe quel enfant qui perd son père à 10 ou 14 ans porte quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait expliquer, un vide qui n'a pas de nom exact. Une question qui se reformule chaque année, chaque fois que le monde vous rappelle ce que vous n'avez plus. Mais quand ce père est la personne la plus aimée de France, quand son visage apparaît dans tous les kiosques, quand sa voix sort de toutes les radios, quand son nom devient un mot que tout le monde prononce avec affection, avec nostalgie, avec admiration, et que personne ne vous demande ce que ça vous fait de l'entendre. C'est autre chose. Romain avait 14 ans, Marius, 10, et le pays entier les regardait sans trop savoir quoi leur dire. Ce qu'on sait, c'est ceci. Véronique Cantor, leur mère, a porté seule la reconstruction familiale. Divorcée de Coluche depuis 1981, elle avait retrouvé une certaine stabilité. Mais la mort de son ex-mari a tout changé. Du jour au lendemain, ses deux fils ont cessé d'être simplement les fils d'un couple séparé pour devenir les fils du mythe national. La pression ne venait pas seulement de la douleur, elle venait aussi de l'extérieur. Des journalistes, des hommages, des anniversaires. D'un pays qui avait besoin de traiter sa perte et qui regardait ces deux garçons comme s'ils étaient le prolongement du personnage. Selon des sources proches de la famille, Véronique a protégé ses fils avec une discrétion qui n'a pas toujours été comprise de l'extérieur. Mais c'est cette discrétion qui leur a permis de grandir sans être complètement dévorés par le nom qu'ils portaient. Les deux frères ont pris des chemins différents, et cette divergence en dit long. Romain, l'aîné, est devenu le gardien, celui qui est resté proche de l'héritage. Il a travaillé comme assistant de réalisation sur France 3. Il a écrit 5 livres sur la carrière de son père. Il a pris un rôle actif au Resto du Cœur après la mort de sa mère en 2018. Comme il l'a déclaré aux Parisiens, « J'ai vu l'énergie et le temps que mon père puis ma mère ont consacré au resto. Il n'était pas question de pratiquer la politique de la chaise vide. » Romain ressemble physiquement à Coluche d'une façon qui surprend parfois. Il y a des photos où la ressemblance est presque troublante. Et on dit que cette similitude, loin de lui ouvrir des portes, lui a pendant des années représenté un poids supplémentaire. Être le sosie physique d'une icône nationale, quand on est un homme anonyme qui essaie de construire sa propre vie, n'est pas un cadeau. Marius a pris la direction opposée, ou du moins il a essayé. Il a choisi le théâtre, mais pas immédiatement. Il a d'abord passé des années à l'écart des projecteurs. Ce n'est qu'en 1996, 10 ans après la mort de son père, qu'il s'est inscrit à des cours professionnels de théâtre. Il avait 20 ans. Durant son enfance, selon certaines sources, il avait eu l'occasion d'apparaître dans des films où son père jouait. Il les a laissés passer, comme s'il savait instinctivement qu'entrer par cette porte était dangereux. Quand il a finalement commencé sa carrière, il l'a fait par la petite porte. De petits rôles, de la figuration, le chemin long. En 2006, il a obtenu son premier rôle important, l'inspecteur Émile Lampion dans la mini-série Petit meurtre en famille. En 2009, il a consolidé ce personnage dans Les Petits meurtres d'Agatha Christie, l'une des séries les plus regardées de France 2. Il y est arrivé, mais le nom de famille était toujours là, comme une ombre qui ne disparaît pas quand on éteint la lumière. Dans une interview accordée à Paris Match, Marius a parlé de sa difficulté à maintenir une relation amoureuse. « Je ne suis pas très fort en couple », a-t-il reconnu. « J'ai fait plusieurs tentatives qui n'ont pas été vraiment fructueuses. » Et il a ajouté « Je préfère rester seul et m'occuper de mes trucs, réfléchir, garder du temps pour la créativité. » Certains affirment que cette difficulté à construire des liens stables a des racines plus profondes que la personnalité. Perdre un père à 10 ans, dans les circonstances où Marius l'a perdu, laisse un type de trace qui ne se nomme pas toujours
mais qui se remarque dans la façon dont une personne se relie aux autres pendant des décennies. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur de cette période, ce n'est pas ce que chacun a fait. C'est ce que tous les deux ont évité de faire pendant des années. Parler. Romain et Marius ont été extraordinairement discrets. Ils n'ont pas accordé l'interview. Ils n'ont pas participé aux grands hommages télévisés. Ils ne se sont pas transformés en porte-parole du mythe. Et ça, en France, ça ne passe pas inaperçu. Parce que la France a une relation particulière avec ses icônes. Elle a besoin de les voir entières, immaculées, éternellement jeunes. Et les enfants de ces icônes, dit-on, deviennent sans le vouloir les gardiens de cette image. S'ils parlent trop, ils révèlent des fissures. S'ils se taisent trop, ils génèrent des rumeurs. Il n'y a pas de position confortable. Ce que Romain et Marius ont choisi pendant des années, c'est le silence. Un silence qui, selon ceux qui les connaissent, n'était pas de la froideur. C'était de la survie. Il y a un moment dans la vie de Romain et Marius Colucci qui n'apparaît généralement pas dans les artifices d'hommage. Un moment où deux adolescents, l'un de 14 ans et l'autre de 10, ont signé un document légal disant qu'ils ne voulaient rien de ce que leur père avait laissé. Ils ont refusé la succession. Il n'y avait pas d'argent, seulement des dettes. Mais ce qu'ils n'ont pas pu refuser, c'est le nom. Et le nom, avec le temps, s'est révélé valoir bien plus que n'importe quel chiffre sur un compte en banque. Et aussi coûter bien plus. Pour comprendre ce que Romain et Marius ont hérité, il faut d'abord comprendre ce que Coluche a construit au cours de sa dernière année de vie, parce que les 12 derniers mois de Michel Colucci n'étaient pas ceux d'un homme qui s'éteignait. C'étaient ceux d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait avoir quelque chose de plus grand que lui-même auquel penser. En octobre 1985, lors d'une interview sur la radio Europe 1, Coluche a lancé un presque en passant une idée qui n'était pas vraiment une idée. S'il y a des entreprises qui veulent sponsoriser, qu'elles m'appellent. On va créer des restaurants du cœur pour donner à manger à ceux qui ont faim. Il l'a dit comme il disait tout, avec humour, avec ce mélange d'irrévérence et de tendresse qui était sa marque. Personne ne s'attendait à ce que ça marche. Lui non plus, dit-on. Mais ça a marché. Durant son premier hiver de fonctionnement, les Restos du Cœur ont distribué 8 millions de repas. Des entreprises, des artistes, des citoyens anonymes ont répondu avec une générosité qui a surpris tout le monde. Jean-Jacques Goldman a composé la chanson des Enfoirés. Le pays entier s'est mobilisé. Et moins d'un an après, Coluche est mort. Pour Romain et Marius, cela signifiait que leur père avait laissé quelque chose de réel dans le monde. Quelque chose qui n'était pas seulement des souvenirs et des sketchs. Quelque chose qui continuait à vivre et à grandir. Mais cela signifiait aussi que ce quelque chose allait leur demander quelque chose à eux, que l'héritage n'était pas une transmission passive, mais une responsabilité active. Que le nom Coluche n'allait jamais se reposer. Véronique Cantor l'a compris avant tout le monde, et elle a agi en conséquence. Sans que personne le lui demande formellement, sans poste officiel pendant des années, sans salaire ni reconnaissance institutionnelle immédiate, Véronique est devenue le fil de continuité des Restos du Cœur. Elle a participé au lancement des Enfoirés en 1989. Elle a été présente à chaque campagne hivernale. Elle s'était impliquée dans la communication, la gestion, tout ce qu'il fallait. Selon ceux qui ont travaillé avec elle à l'association, Véronique ne le faisait pas pour maintenir vivante la flamme de son ex-mari. Elle le faisait parce qu'elle croyait en la cause, parce qu'elle la considérait juste, parce qu'elle avait vu de près comment Coluche l'avait construite, et savait que si personne ne la soutenait, elle pouvait disparaître avec lui. Pendant plus de 30 ans, elle a été le pont entre l'élan initial et l'institution que cet élan avait créé. Quand le président de l'association a parlé d'elle après sa mort en 2018, il a dit quelque chose qui résume tout. Véronique a toujours été là, quand les choses allaient bien et quand les choses allaient mal. Elle n'a jamais manqué. Mais pendant que Véronique soutenait l'héritage public, l'autre bataille commençait à se préparer en silence. En 1988, 2 ans après la mort de Coluche, Paul Lederman a reçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû recevoir. Ou du moins c'est ce que ses fils soutiendraient pendant des décennies devant les tribunaux. Lederman était le producteur historique de Coluche.
l'homme qui lui avait donné le théâtre La Bruyère en 1974, quand personne ne pariait encore sur lui. Celui qui avait géré sa carrière pendant ses années les plus brillantes, une relation de plus d'une décennie, un lien professionnel qui, dit-on, avait aussi quelque chose de personnel. Quand Coluche est mort, Véronique Cantor était titulaire des redevances sur les enregistrements phonographiques réalisés pendant leur mariage, entre 1975 et 1981. C'était son droit légal après le divorce. Mais en 1988, Véronique a signé un accord avec Lederman. Elle lui a cédé ses droits en échange d'une compensation financière. Un accord privé entre deux adultes, parfaitement légal, mais dont ses deux fils ont été complètement exclus. Coluche avait vendu de son vivant plus de 5 millions de disques vinyles et CDs avec ses spectacles. Ses sketchs continuaient à passer à la radio et à la télévision. Chaque décembre, les Enfoirés utilisaient son image et son nom. Quelqu'un continuait à toucher de l'argent pour tout ça. Et ce quelqu'un n'était pas ses enfants. Les sketchs en question n'étaient pas n'importe lesquels. C'étaient les grands. Le Schmilblick, c'est l'histoire d'un mec. Gérard, l'autostoppeur, Je me marre. Les pièces qui avaient défini une époque. Celles que n'importe quel Français de plus de 40 ans peut réciter par cœur. Celles qui continuaient à se vendre, à être utilisées, à être licenciées année après année. Et les fils de celui qui les avait créées ne recevaient rien. En 1998, 12 ans après la mort de leur père, Romain et Marius ont agi. Ils ont assigné Lederman en justice. Ils réclamaient les redevances sur 30 et un enregistrement réalisé avant et après le mariage de leurs parents. Selon eux, ces sketchs appartenaient à la succession de Coluche, pas au producteur. La réponse de Lederman a été immédiate et sans concession. Il a dit que les droits étaient les siens, que l'accord avec Véronique était valide, que les fils n'avaient aucune réclamation légitime. La guerre a commencé, et ce fut une guerre longue, brutale, qui a duré plus de 30 ans et qui est passée par presque toutes les instances du système judiciaire français. En 2009, Romain et Marius ont ajouté une plainte pénale à la procédure civile qu'ils menaient depuis des années. Ils accusaient Lederman de faux en écriture. Le conflit tournait en partie autour d'un disque précis. Enregistrement public volume 2. Selon les fils, ce disque avait été enregistré avant le mariage de leurs parents, ce qui signifiait que les droits appartenaient directement à la succession de Stegde, Coluche. Selon Lederman, l'enregistrement était postérieur et les droits étaient les siens. Pour trancher le litige, la justice a demandé à Lederman de présenter le master original de l'enregistrement. Il a d'abord présenté une copie, puis l'original. Les fils de Coluche ont soupçonné une manipulation. Ils ont porté plainte pour usage de faux. En 2012, Lederman a obtenu un non-lieu dans cette affaire pénale. La décision a été confirmée en appel, et le pourvoi en cassation des fils a été déclaré irrecevable, une défaite. Mais la guerre civile continuait. En 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Lederman à payer 1,1 million d'euros aux fils de Coluche, correspondant aux droits impayés sur 21 sketchs depuis 1978. Lederman a fait appel. En 2017, la Cour d'appel de Paris a réduit la condamnation à 400 000 euros, la limitant à 12 sketchs et en écartant 9 autres. Lederman a encore fait appel. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire à Versailles. La Cour d'appel de Versailles a à nouveau statué en faveur des héritiers. 30 ans, 3 instances, de multiples recours. Et au centre de tout cela, les mêmes sketchs que la France entière connaissait par cœur. Lederman lui-même a déclaré sur RTL durant la procédure, avec une phrase qui est restée. « Ce n'est qu'une histoire d'argent depuis toujours. Il n'y a pas de justice. » Certains affirment que cette phrase révèle plus sur la façon dont l'héritage de Coluche a été géré que n'importe quelle décision de justice. Parce que ce qui était en jeu n'était pas seulement de l'argent. C'était la question de savoir à qui appartient l'œuvre d'un artiste quand il meurt. Au producteur qui l'a financé, à l'ex-femme qui a signé un document, ou aux enfants qui ont grandi sans père et sans un centime de ce que ce père avait créé. Mais la bataille judiciaire n'était que la partie visible, la plus documentée.
celle qui apparaissait dans les journaux avec des noms, des chiffres et des dates de jugement. Ce qui n'apparaissait pas, c'était l'autre tension, celle qui n'a pas de numéro de dossier ni de salle d'audience, celle que Marius a résumée dans une phrase sur le plateau de Sec que de la télé en vain, 19, avec une franchise qui a surpris beaucoup de monde. Ça m'énerve quand je ne viens pas pour parler de Coluche et qu'on me parle systématiquement de Coluche. Une seule phrase, dite presque en passant, mais qui portait en elle des décennies de quelque chose de très difficile à formuler. Parce que pendant tout ce temps, pendant que Romain se battait devant les tribunaux, écrivait des livres et s'impliquait au resto, pendant que Marius construisait sa carrière lentement et en silence, tous les deux ont dû faire quelque chose que personne ne leur avait appris à faire. Exister en public, en étant les fils de quelqu'un de bien plus grand qu'eux. L'héritage de Coluche était simultanément leur plus grand capital et leur plus grand obstacle. Une porte qui s'ouvrait toute seule et qu'on ne pouvait jamais tout à fait refermer. Et ce que personne ne leur a demandé pendant des années, c'est si parfois ils avaient voulu que cette porte reste fermée. Il y a un type de perte qui n'apparaît pas dans les gros titres, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que personne ne sait vraiment comment l'écrire. Romain et Marius Colucci ont perdu leur père en 1986. Ça, oui, c'est sorti dans les journaux. Mais ce qui n'est pas sorti, c'est tout le reste. Les conséquences silencieuses, les marques qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qu'une personne porte pendant des décennies. Et pour comprendre ces marques, il faut parler de leur mère. Véronique Cantor était la fille d'un chirurgien, la nièce d'un peintre reconnu, journaliste formé dans Effervescence de mai 68. Ce n'était pas ce qu'on attendrait de la femme d'un comédien en salopette à l'humour parfois, grossier. Mais c'est exactement ce qui l'a rendue indispensable. Là où Coluche était chaos, elle était structure. Là où il débordait, elle contenait. Après la mort de Coluche, Véronique ne s'est pas effondrée, ou du moins pas en public. Elle a pris en charge l'administration des Restos du Cœur sans que personne le lui demande, formellement. Elle a participé au lancement des Enfoirés en 1989. Pendant 32 ans, elle a été le pont entre l'élan initial de son ex-mari et l'institution que cet élan avait créée. Le 6 avril 2018, Véronique est morte d'une longue maladie. Elle avait 69 ans. Quelques mois auparavant, en janvier de cette même année, elle avait reçu la Légion d'honneur. La distinction est arrivée à temps, à peine. Pour Romain et Marius, sa mort a été la deuxième grande perte. La première leur avait arraché leur père à 10 et 14 ans. Celle-ci leur arrachait la personne qui les avait soutenus pendant 32 ans, parfois en silence, parfois en première ligne, toujours présente. Mais cette perte non plus n'est pas sortie dans les journaux de la façon dont elle aurait dû l'être. Véronique Colucci a mérité bien plus que quelques colonnes dans la presse People. Et certains affirment que cet au revoir discret, cette invisibilité finale, a été l'une des douleurs les plus injustes de toute cette histoire. Mais revenons au fils, parce que l'histoire des blessures invisibles ne peut pas se raconter seulement avec des dates et des pertes. Elle se raconte aussi avec des phrases, avec de petits moments qui révèlent plus que n'importe quel communiqué officiel. En 2017, Marius Colucci avait 40 ans. Il a accordé une interview à Ici Paris dans laquelle il a dit quelque chose qui ne sonnait pas comme la déclaration d'un acteur en promotion. Ça sonnait comme quelque chose de plus profond. Pendant longtemps, j'ai voulu vivre dans une espèce de rêve, pensant que c'était normal de se mettre en couple et de faire des enfants. Finalement, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas une phrase sur les préférences sentimentales, c'est une phrase sur la façon dont on construit, ou on ne construit pas, l'idée de famille quand la sienne a disparu, avant qu'on puisse vraiment la comprendre. Et puis, en 2019, sur le plateau de C'est que de la télé, Marius a dit quelque chose qui est resté gravé. Ça m'énerve quand je ne viens pas pour parler de Coluche et qu'on me parle systématiquement de Coluche. Une phrase directe, nette, sans dramatisme, mais qui portait en elle des décennies de quelque chose de très difficile à nommer. Comment se construire une identité quand ton identité publique était déjà définie le jour où tu es né? Comment devenir quelqu'un
quand le quelqu'un que tout le monde veut voir en toi existait avant toi? Comment répondre à une question sur ton père sans redevenir, une fois de plus, le fils avant la personne? Certains affirment que Marius a choisi le théâtre précisément pour ça. Non pas pour suivre les traces de son père, mais pour avoir un espace où être quelqu'un d'autre. Un personnage qui ne s'appelait pas Colucci. Une histoire qui n'était pas celle de sa famille. Un endroit où exister pendant 90 minutes sans que personne lui demande comment il se sentait d'être le fils de qui il était. Et pourtant, le nom de famille le suivait. Toujours. Il y a un fait qui est rarement mentionné et qui résume tout ça mieux que n'importe quelle analyse. En 1998, Romain et Marius ont produit ensemble un documentaire pour la télévision intitulé « Enfants de Coluche ». Marius en était le producteur, Véronique en était l'auteur. Ce n'était pas une célébration, c'était une tentative de raconter, pour la première fois et selon leurs propres termes, qui étaient les fils de l'homme qui avait fait rire toute la France. Le documentaire a été diffusé une fois, et pratiquement personne ne s'en souvient. Comme si la France était prête à tout entendre sur Coluche, mais pas vraiment sur ce que sa mort avait laissé derrière elle. À l'été 2025, Marius Colucci s'est marié. Il l'a fait dans la plus absolue discrétion, sans communiquer, sans tapis rouge, sans journaliste. À Beaumont-de-Lomagne, une bastide tranquille de 4000 habitants dans le Tarn-et-Garonne, loin de Paris, loin des plateaux de tournage, loin du nom qu'il porte depuis sa naissance. La femme avec qui il s'est marié s'appelle Sarah. Ce n'est ni une actrice, ni une journaliste, ni une figure publique. Elle dirige une petite boutique de restauration artisanale dans le village. Une ancienne cantinière d'école qui a un jour décidé d'ouvrir son propre commerce et qui est aujourd'hui connue dans le quartier simplement comme ça, Sarah. Dans une interview qu'elle a accordée à Pure Pure People après le mariage, elle a dit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Ici, on l'a accueilli comme tout le monde, sans voir le fils de Coluche. Ici, on a simplement vu Marius. Simplement Marius. Certains affirment que ce moment, ce mariage discret dans un village du sud de la France, où personne ne lui demandait des autographes ni ne l'interrogeait sur son père, représente la conclusion la plus honnête de toute une vie construite entre l'ombre et la lumière. Marius a aujourd'hui 49 ans. Et il y a un détail qu'il a lui-même mentionné dans une interview récente avec un calme qui a frappé les esprits. Il a maintenant 8 ans de plus que son père au moment de sa mort. Ce n'est pas un détail biographique anodin, c'est une frontière invisible que beaucoup d'enfants de pères morts jeunes savent qu'elle existe. L'année où vous dépassez l'âge auquel votre père a disparu. Le moment où votre vie s'étend au-delà de la sienne. Et la question sans réponse que ça génère. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec ce que j'ai maintenant? Romain, l'aîné, a pris un autre chemin. Il est resté à Paris. Il reste impliqué au Resto du Cœur. En septembre 2025, quand on a célébré le 40e anniversaire du célèbre rappel de Coluche sur Europe 1 qui avait donné naissance à l'association, Romain était présent, comme toujours, comme il l'est depuis des décennies. Dans une interview, il a déclaré avec peu de mots et beaucoup de précision. « Je défends la mémoire de mon père et son héritage. Ça me suffit. » Cette phrase pourrait se lire comme une résignation. Mais elle peut aussi se lire comme un choix. Le choix d'un homme qui a décidé que l'héritage de son père valait suffisamment la peine qu'on lui consacre sa vie, même si cela signifiait que la sienne propre restait au second plan. Deux frères. Deux réponses différentes à la même question. Que fait-on quand son père est plus grand que soi, quand son nom pèse plus que le vôtre, quand l'histoire que le monde veut entendre n'est pas la vôtre? Romain a choisi de rester à l'intérieur de cette histoire. Marius a choisi d'en construire une parallèle. Et certains affirment qu'aucun de ces deux choix n'a été complètement libre. Parce que quand on grandit sous le poids d'un nom comme celui-là, la liberté a toujours des limites. Ce qui est certain, ce qui n'a pas besoin d'hypothèses ni de sources proches, c'est ceci. Les Restos du Cœur que Coluche a fondés en 1985 avec une blague à la radio existent toujours. Ils continuent à nourrir près d'1 million de personnes chaque année. Et dans cette continuité, il y a quelque chose de Romain, et quelque chose de Marius, et quelque chose de Véronique,
et quelque chose de cet homme qui est mort sur une route du sud de la France à 41 ans, sans savoir exactement ce qu'il allait laisser derrière lui. Coluche n'a pas pu choisir quel type de père il serait pour ses enfants après ça. Mort. Mais ses enfants, eux, ont pu choisir quoi faire avec ça. Et c'est, au fond, la seule histoire qui compte. Il y a des femmes dont la voix traverse les décennies sans s'user. Édith Piaf en faisait partie. Mais derrière la môme, derrière les projecteurs et les hymnes, il y avait une fille qu'on oublie toujours de mentionner, et des hommes que certains disent qu'elle a détruits sans même s'en rendre compte. Si cette histoire vous a donné envie d'aller plus loin, celle d'Édith Piaf vous attend. Et elle est beaucoup plus sombre que la chanson.